Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce 19h45 dont voici le sommaire. Au-delà de son caractère de remise en forme, le sport réunit les peuples et renforce les liens entre les personnes qui la pratiquent. La place de la pratique sportive dans l'intégration sociale, c'est dans un instant. L'accès au financement et au crédit est un défi majeur pour les micro, petites et moyennes entreprises. Une meilleure inclusion financière peut être une solution à la croissance économique. Enfin, la reforestation est aujourd'hui une solution pour lutter contre les changements climatiques. Planter autant d'arbres que possible et quand un arbre devient gênant, avant de l'abattre, certaines conditions sont requises. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais, le sport est un phénomène social moderne basé sur le fair play qui est porteur de valeurs universelles. Au-delà de son bienfait pour l'organisme, il apparaît de plus en plus comme un vecteur d'intégration sociale puisqu'il permet aujourd'hui de pratiquer une activité d'apprentissage de la vie en société et constitue un atout d'intégration sociale. Suivons cet élément pour mieux comprendre. L'instant d'une matinée dominicale, ces hommes et femmes de différents âges sont rassemblés pour un idéal, le maintien de la forme physique à travers des exercices sportifs. Mais pour cette communauté, au-delà d'un simple moyen d'entretien, le sport est un creuset d'échange et de socialisation. Et des avertis en parlent. Nous faisons le sport pour le bien-être physique. Nous faisons le sport pour le bien-être mental. Et nous faisons le sport pour la socialisation. Et parlant de la socialisation, quand on se retrouve en sportif, on échange, on communique et on trouve des solutions aux difficultés qui minent certainement la population. Donc, je dirais un creuset d'échange, le sport. Quand tu fais le sport, la maison se porte très bien, la famille se porte très bien. Et tu as des rencontres, des échanges dans tes sports. En tout cas, c'est un grand creuset, le sport. Le sport permet de s'exprimer, de se libérer des agressivités envers les autres et de lutter contre le repli sur soi. Il occasionne ainsi des rassemblements de masse et des manifestations qui offrent de véritables moments de convivialité et de partage entre individus. Ces hommes et femmes l'ont si bien compris et ne ratent jamais une messe sportive en communauté. Faire du sport, c'est vraiment très important. D'abord pour la santé d'abord, et de deux, ça nous permet de s'évader, ça nous permet aussi de consolider les amitiés et aussi rester dans des groupes, c'est très important. Le sport, en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser au cœur. Et je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans, que vraiment, si tu pratiques le sport, c'est que tu économises tes sous, non seulement tu te portes bien, mais tu évites d'aller à la pharmacie pour aller gaspiller ton argent pour rien. Au-delà de ses bienfaits pour l'organisme, le sport supprime de façon indirecte les différences entre les classes sociales des individus, surtout chez les jeunes. Il est une activité d'apprentissage de la vie en société et de réintégration. Pour des spécialistes, psychologiquement, le sport peut former aux obstacles de la vie courante. Il apparaît donc comme un vecteur d'intégration sociale permettant à chacun de se découvrir des talents à mettre au service de la communauté. Du sport, parlons à présent de l'inclusion financière. C'est l'ensemble des individus et des entreprises qui ont accès à des services financiers de base fournis par des institutions financières formelles. L'accès équitable à ces services constitue aujourd'hui l'une des principales sources de développement socio-économique. Un enjeu malheureusement entravé par divers facteurs abordés à travers ce reportage. Oswald est un entrepreneur. Pour le développement de ses activités, il a besoin de faire recours au financement et crédit bancaire. Mais c'est sans compter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Toutes les fois que j'ai sollicité un crédit bancaire d'une banque primaire, j'ai été exclu financièrement.
Moi, je suis dans la location de véhicules, par exemple. J'ai besoin de 5 millions pour acheter un véhicule parce que je le mets dans la location sur un contrat à longue durée, un contrat 6 mois, 1 an. La banque me dit, ok, c'est vrai que vous allez louer ce véhicule, je peux vous l'acheter, mais qu'est-ce qui me garantit que quand vous allez prendre ce véhicule, vous allez me rembourser? Je veux une garantie immobilière. Plusieurs opérateurs économiques ont en effet un accès limité aux institutions financières. La garantie immobilière est l'une des conditions que les banques et microfinances imposent la plupart du temps aux micro, petites et moyennes entreprises avant de les soutenir financièrement. Je suis là, l'affaire peut m'échapper d'ici là. Tout comme Oswald, Roméo, jeune entrepreneur, ne parvient pas, lui aussi, à accéder au crédit et financement bancaire. D'un, le taux est très élevé par rapport au prêt. Secondo, je dois faire les petites économies pour avoir une parcelle d'abord. Après, je vais mettre la parcelle en garantie. Regarde le temps que ça va me prendre d'abord de cotiser de l'argent d'abord pour aller prendre une parcelle. Après, faire tous les papiers et aller vers maintenant la banque. C'est déplorable au fait. Il faut que l'État central fasse en sorte pour inciter les banques à prêter main forte aux jeunes entrepreneurs. L'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises est un défi majeur à relever, car elle peut être une solution à la croissance économique et favoriser la création d'emplois dont la cible est les jeunes, les femmes, les populations rurales, les agriculteurs, les micro, petites et moyennes entreprises, les personnes à faible éducation financière. Vous comprenez que vous parlez des MPME, des micro, petites et moyennes entreprises, donc elles sont vraiment intégrées dans la cible de l'inclusion financière parce qu'on estime que c'est des gens qui n'arrivent pas à accéder vraiment à des services financiers formels ou qui n'arrivent même pas à accéder à des services financiers parce que justement, derrière, il y a pas mal de contraintes. Des contraintes que les entrepreneurs ne souhaitent surtout pas pour faire prospérer leur entreprise. Il y a plein de gens qui ont d'ambition, mais faute de financement, ils sont dans l'informel, ils sont toujours là où ils sont. C'est pour cela que je réitère ma volonté de voir l'État vraiment agir en ce sens pour que nous autres ne soyons plus exclus, pour qu'il y ait l'inclusion financière dans le monde économique au Bénin. L'accès aux services financiers permet aux entreprises de se développer en créant des emplois durables. L'inclusion financière constitue un levier d'action pour le développement du secteur privé, acteur principal de la croissance économique. La lutte contre le changement climatique est aujourd'hui une préoccupation pour tous. Et pour atténuer les effets de ce phénomène, il est proposé comme, entre autres solutions, la reforestation. Mais aujourd'hui, quand un arbre gêne, ne faudrait-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit au Bénin? Sinon, quelles sont les conditions requises avant de toucher à un arbre? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose ici quelques réponses. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre cet arbre en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner. Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles.
Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons. Hors de nos frontières à présent, imaginez des animaux sauvages à portée de main. C'est ce que propose le parc de Luanga Sud, la plus grande réserve d'animaux sauvages d'Afrique, située dans l'est de la Zambie. Au détour de safaris exceptionnels, ce parc vous donne l'occasion d'approcher une soixantaine de mammifères au plus près sans toutefois les déranger. Allons à leur découverte avec nos confrères de France 24. Sur plus de 9000 km², le parc de Luangwa Sud abrite l'une des plus grandes concentrations d'animaux sauvages d'Afrique. Le parc est aussi célèbre pour le type de safari qu'il propose aux visiteurs. Une immersion totale, sans voiture. Bienvenue à tous. Nous sommes au cœur de l'Afrique, en Zambie, et c'est ici qu'est né le safari à pied. Bien sûr, il a fallu mettre en place une sécurité adaptée. Allons voir ce qui nous attend. Un garde armé ouvre le chemin, suivi de près par le reste du groupe, en file indienne. Nicolas et Yann sont deux Anglais, amoureux de l'Afrique et amateurs de safari. Pour cette expérience de 2 jours, ils ont payé plus de 1 500 € chacun. Même si on est assez loin, on se sent proche des animaux. Ce n'est pas comme en voiture, là il n'y a aucune barrière. Quand vous êtes à pied, c'est juste vous et les animaux. Fanuel Banda est guide depuis plus de 20 ans. Il sait parfaitement comment pister les animaux sauvages. Comme ces dizaines de girafes qui se laissent approcher tout doucement. En marchant, j'ai vraiment réalisé à quel point la nature est tranquille. Elle nous révèle ses secrets lentement. C'est juste parfait. Le lendemain, nos marcheurs entament leur 2e jour de safari. L'objectif aujourd'hui, approcher ce groupe d'éléphants. Le vent souffle dans cette direction, donc on va passer par là pour que les éléphants ne sentent pas notre odeur. À cause des braconniers et des villageois parfois agressifs, les éléphants ont peur des hommes. Il faut avancer tranquillement, sans se faire repérer. C'est si calme. On ressent vraiment leur énergie. Ils sont totalement sauvages. Et regardez comme on est proche. C'est génial. Juste incroyable. En 70 ans de safari à pied, le parc de Luangwa Sud n'a jamais connu d'accident grave. Parfois quelques frayeurs néanmoins. Le prix à payer pour observer la vie de la savane à hauteur de léopard. Une belle découverte. Et c'est là-dessus que prend fin ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de journée du dimanche.